Et donc, faire confiance à des autorités qui dramatisent les événements sanitaires, c'est bien raisonnable. L'histoire se répète. Ah bah écoutez, alors si ça se répète tout le temps, en 1852, un certain Karl Marx publiait le 18 Brumaire de Louis-Napoléon. Et il citait en exergue de son livre Hegel, qui disait « L'histoire se répète ». La première fois, il faisait référence à l'oncle de ce Louis-Napoléon comme une tragédie, au 18 Brumaire, et la deuxième fois, lorsque c'était le neveu, comme une farce. 170 ans plus tard, l'histoire n'en finit pas de se répéter. Et ça a été l'occasion pour moi, le 17 novembre, de publier une petite analyse de l'IRSAN, la 5e vague, nouvel épisode d'un feuilleton qui a trop duré, où je montrais la mécanique de ce feuilleton qui est toujours le même. Des scientifiques nous annoncent la future vague, peut-être, alors que tout est sous contrôle, soi-disant, et assez rapidement, dans un pays assez lointain, il y a des cas des incidences qui commencent à s'élever, puis c'est repris par les médias, et bien sûr, les politiques mettent en place, en disant d'abord qu'ils ne les mettraient pas, et ensuite mettent en place des mesures extrêmement contraignante. Donc ce feuilleton, c'est la 5e fois que on le voit, et du coup c'est un peu pénible. Donc l'histoire se répète. En 2020, c'était l'épidémie de Covid-19, et la grippe, c'est tous les ans. Alors regardez bien cette petite courbe. Je pense que c'est l'une des courbes les plus importantes que vous aurez à voir ce soir, mais je vais expliquer ce que c'est. Cette courbe, c'est la courbe des incidences hebdomadaires de syndrome grippaux rapportés à la population depuis 1984. Donc, ces incidences hebdomadaires sont le fruit du travail des médecins généralistes qui font partie du réseau Sentinelle et qui, toutes les semaines, envoient ce qu'ils voient dans leur cabinet, envoient leur diagnostic, notamment le diagnostic de pathologie transmissible. Il se trouve que elle va de 1984 à 2020, ça fait, si je compte bien, 36 ans. Pendant 36 ans, on a vu se répéter des épidémies tous les ans, en période hivernale. Et puis en 2020, brutalement, les choses se sont arrêtées. Il s'est passé quelque chose en 2020 et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je vais revenir un tout petit peu, je vais faire un petit peu d'histoire. Avant 1984, il existait de la surveillance dite syndromique, mais c'était quelque chose d'assez lent, parce que les médecins devaient envoyer des lettres où ils donnaient le relevé, c'était pas très rapide, donc on avait une information très tardive. L'arrivée d'une innovation technologique, le Minitel en France, répartit quoi. Tous les foyers français ont reçu une sorte de petits dispositifs électroniques qui permettaient de se connecter sur des sites et recevoir de l'information. Et les médecins en ont eu aussi. Et donc, au RNTMT, on a mis en place un relevé quasi temps réel des syndromes grippaux, en l'occurrence, mais de 8 autres maladies transmissibles. Alors, c'était une expérience dans un premier temps. En 1992, j'arrive au réseau Sentinelle et ça s'appelait le RNTMT, hein, le réseau national de télétransmission des maladies transmissibles. Et à partir de 92, avec
avec Antoine Flao, du coup, qui était dans la même équipe que moi, nous avons utilisé de nouvelles technologies, c'est-à-dire Internet arrivé, et donc on s'est mis à utiliser Internet. Et j'ai dû faire très probablement les toutes premières cartes de diffusion épidémique diffusées sur Internet. Voilà. Donc moi j'ai travaillé pendant 12 ans dans cette équipe du réseau Sentinelle. Alors je ne faisais pas que ça évidemment, mais c'est une période qui m'a permis de vraiment comprendre comment évoluer dans le temps et dans l'espace ces fameuses épidémies. À partir de 2005, je quitte le réseau Sentinelle et je crée un réseau hivernal sur la surveillance des pathologies ORL de l'enfant. Hivernal a duré quelques années et pendant ces quelques années, on a réussi à recueillir une base de données 2 ou 3 fois plus grande que celle que le réseau Sentinelle avait réunie pendant toutes ces années-là. Ça a été, on a pu toucher énormément de médecins, de pédiatres et de pneumos. J'ai aussi monté un autre réseau qui s'appelait CAPA pour les pneumonies communautaires aiguës. Et puis, à partir de 2010, j'ai commencé une collaboration avec SOS Médecins. SOS Médecins, c'est une fédération de médecins de premier recours, c'est-à-dire que globalement, lorsqu'il y a une urgence quelque part, le fait de pouvoir avoir leurs données nous donne des informations extrêmement précoces. Il se trouve que ces données-là, moi je les ai mis en valeur. L'INVS, qui était l'ancêtre de Santé publique France, avait décidé que ces données étaient très mauvaises et qu'on ne pouvait pas faire d'épidémiologie avec. Et SOS Médecins s'est tourné vers moi, cette fédération, et nous avons valorisé leurs données, et je vais raconter la suite de l'opération un tout petit peu plus tard. C'est avec eux que j'ai fondé l'IRSAN. Par la suite, l'IRSAN a eu beaucoup d'autres études, mais c'est le premier partenaire historique. Voilà. À partir de 2017, mon partenariat s'est brutalement interrompu avec SOS Médecins. Voilà, mais je vais revenir sur cette année-là, 2015, parce que en 2015, c'est la première fois que l'IRSAN a vraiment fait parler de lui. Donc, l'hiver 2015, et vous verrez que l'hiver 2015 est assez intéressant. Oui, juste un tout petit truc, je ne sais pas si je vous ai dit que c'était des incidents, ça si je l'ai dit. Par la suite, dans mon speech, je ne parlerai que de ces incidences-là. L'un des problèmes avec cette épidémie, c'est qu'on nous a donné des chiffres dans tous les sens. Il n'y avait aucune métrique comparable, ce qui fait qu'au lieu d'apporter de la simplicité, on a apporté de la confusion. Et c'est l'un des mécanismes, si vous voulez, de prise de pouvoir sur les cerveaux, c'est-à-dire que plus personne n'arrive à réfléchir, même un épidémiologiste est toujours, on arrive à lui sortir un chiffre comme ça de but en blanc, et on a toujours un peu de mal, et il y a toujours un mauvais chiffre qui va vous tomber dessus, c'est ce que j'ai remarqué. Alors pour éviter ça, moi j'utilise la métrique qui est utilisée depuis 1984, en tout cas au niveau du réseau Sentinelle, de façon à pouvoir comparer ce qui est comparable. Voilà, alors revenons sur l'hiver 2015. Oui, un institut qui fait parler de lui. Oui, parce que le 30 décembre 2014, donc juste avant 2015, le seuil épidémique de la grippe était franchi. On parle d'épidémie de grippe lorsque le seuil défini par les organismes de surveillance est dépassé. Selon l'IRSAN, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé,
Le seuil épidémique a été franchi le 28 décembre dernier. Comment parvient-on à ces résultats? Qu'est-ce que ça signifie? Réponse avec Lucille Debout et Marc Lamassoure. Dans ces machines, des centaines de milliers de données médicales sont stockées. Ces données sont issues de l'activité d'environ 1000 médecins. Ce sont les médecins de SOS Médecins qui, à chaque fois qu'ils effectuent un acte, envoient en temps réel leurs données. Au total, ce sont 10 000 actes envoyés chaque jour par ces médecins, répartis sur 70% du territoire. Une fois envoyés, ces données sont analysées. Ce traitement se fait par la suite avec des algorithmes qui nous permettront d'extraire ce qu'on appelle le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas. Dans un lieu donné, c'est-à-dire la France entière, ce qui nous intéresse ici, pour une période de... Grâce à ces calculs, l'IRSAN, l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, informe le grand public et les professionnels de santé de l'évolution de l'épidémie de grippe saisonnière. L'épidémie, c'est lorsque un nombre de cas observés dépasse un nombre de cas attendus. Qu'est-ce qu'un nombre de cas attendus? C'est le nombre de cas observés pour la même époque les années précédentes. Le 28 décembre, on était à 129 cas pour 100 000 habitants et nous avions calculé un seuil à 123 cas pour 100 000 habitants. On dépassait donc le seuil et donc nous considérions que nous étions en épidémie. Depuis, le nombre de syndromes grippaux est toujours en forte augmentation et s'étend à l'ensemble du territoire. Le seuil épidémique est calculé au jour le jour par l'IRSAN. Ainsi, les cartes sont mises à jour quotidiennement. Elles permettent de décrire l'épidémie de grippe, mais surtout d'alerter le plus rapidement possible afin de mettre en place des mesures de prévention, comme la vaccination. Bon, alors, à la suite de ce premier... première analyse de l'IRSAN, il y a eu bien sûr beaucoup de choses, mais ce qui a beaucoup excité le petit monde de l'épidémiologie, c'était ça, surtout un nouveau réseau de surveillance de la grippe annonce avant les dispositifs existants le franchissement du seuil épidémique. Donc vous avez remarqué que le seuil épidémique était à 123 malades pour 100 000 habitants pour une semaine. Donc, c'est bien une incidence hebdomadaire. Donc, Santé publique France, l'agence qui chuchote à l'oreille du pouvoir. Comment peut-on encore avoir confiance en Santé publique France? Sur la détection et du suivi des épidémies de syndrome grippaux en France métropolitaine 2006-2017. C'est là. Mon nom est Laurent Toubiana. Je suis chercheur tendance épidémiologie à l'INSERM. Je suis affilié au laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie de la connaissance en santé, qui lui-même est affilié à Paris 6, l'UPMC. Je dirige un groupe de recherche qui s'appelle Système complexe et épidémiologie. Je dirige aussi l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé. Et ce travail, le travail que je vais vous présenter, est une collaboration, un partenariat avec SOS Médecins France. En période hivernale, les épidémies de syndrome grippaux ont un impact important sur les populations. Elles font l'objet d'une attention particulière visant à optimiser les mesures de prévention, la détection précoce de ces épidémies et le suivi de leur évolution sur le territoire est un enjeu important de santé publique. Donc, je vous ai épargné la suite de cette présentation parce qu'elle est très longue et ça se passait au Congrès de médecine générale France en 2017. Je présentais à cette occasion l'origine, l'historique, les principes, les méthodes, les technologies et les résultats de la surveillance syndromique. Donc, elle était longue, mais elle est visible sur YouTube. Ce qui se passe, c'est que sur YouTube, elle s'arrête au moment le plus intéressant. Au moment où je donne un exemple qui illustre comment Santé publique France, ex-INVS, manipule les données et les gouvernants. Je reprends ici la fin occultée de ce diaporama. Donc revenons un peu sur l'évolution des incidences hebdomadaires de syndrome grippaux. L'IRSAN annonce le dépassement du seuil en 52e semaine de 2014. L'IRSAN, c'est en bleu, et Sentinelle, l'INVS,
Donc Santé publique France, c'est en rouge. Il faut attendre le 28 janvier pour que Santé publique France fasse la déclaration officielle de l'épidémie de grippe. À peine un peu plus tard, 2 semaines plus tard, l'IRSAN, lui, annonce le pic épidémique. Alors le pic épidémique, c'est très intéressant parce que c'est le moment où l'épidémie bascule, c'est-à-dire qu'elle reflue. Et donc c'est très important de savoir ça parce que on sait, en gros, on va pouvoir quantifier ce que c'est que l'impact de cette épidémie-là. Donc c'est assez important de savoir quand on atteint le pic, parce que les épidémies ont toujours cette fameuse forme, c'est une forme de gaussienne, en fait on appelle ça une courbe en cloche, et toutes les épidémies ressemblent à peu près à ça. Donc voilà, c'est assez important de pouvoir prévoir ça. D'ailleurs, la semaine suivante, ça a été confirmé puisque, effectivement, l'incidence hebdomadaire suivante était plus basse. Donc, c'était une bonne nouvelle. Pour Santé publique France, l'épidémie vient de commencer. Ils sont en 3e semaine et ils sont déjà à plus de 2 millions de cas. Et ils donnent une incidence hebdomadaire de 931 cas pour 100 000 habitants, ce qui est énorme. L'IMVS estime avoir atteint le pic en 7e semaine. Il estime que l'épidémie est exceptionnelle, avec à la fin 5 millions de malades. L'IRSAN répond 5 millions de malades, mais c'est impossible. Cette épidémie n'est pas exceptionnelle. Et au maximum, ce sera très fort, mais il n'y aura au maximum que 3,1 millions de malades. Parce que cette épidémie est plus grave que d'habitude, nous avons décidé de prolonger la campagne de vaccination. Tiens, on entend la douce voix de Marisol Touraine, qui était à l'époque ministre de la Santé. On aurait pu entendre Manuel Valls, qui était le Premier ministre, et qui disait exactement la même chose. Il prolonge la campagne de vaccination et annonce 5 millions de cas parce que l'épidémie est plus grave que d'habitude. Ce sont des mots terribles parce que commencer à vacciner les gens alors que l'IRSAN annonce que ça reflue, ça commence à faire un peu bizarre. L'INVS, en cachette, corrige ces données à 827 cas, ce qui est quand même beaucoup, mais le pic revient comme par magie à la 6e semaine, ce que l'IRSAN avait annoncé 3 semaines plus tôt. Mais jusqu'à la fin de l'épidémie, l'INVS, donc Santé publique France, a maintenu qu'il y aurait au final 5 millions de malades pour cette épidémie exceptionnelle. Au final, l'INVS réévalue l'incidence finale à 2,8 millions alors qu'ils avaient annoncé 5 millions et fait vacciner beaucoup de monde. En catimini, sur le site de Sentinelle, il fallait aller le rechercher, mais c'est bien ça ce qui était dit. Alors, ils ne se sont pas vantés, hein, bien sûr. Est-ce qu'elle était exceptionnelle? Prenons un peu de recul. Alors, elle était très forte, elle est là. Si on compare à l'année précédente, c'est l'habitude de comparer à l'année précédente, effectivement, elle était beaucoup plus forte. Mais en réalité, en 2007, elle avait été encore plus forte, en 2009 aussi. Et puis ici, c'est septembre 2009, c'est la fameuse épidémie de H1N1 où on avait acheté tant de doses de vaccins, déjà à l'époque. Voilà. En fait, ce qu'il y avait vraiment d'exceptionnel, c'est que l'IRSAN était apparu à ce moment-là. Épilogue. Santé publique France a multiplié les pressions pour faire taire l'IRSAN. Pression relayée au plus haut niveau pour interdire son partenariat avec SOS Médecins. C'est la punition pour l'IRSAN d'avoir bien fait son travail, d'être très performant et de ne pas se tromper. Santé publique France, qui avait arrangé la réalité et qui avait initialement dénigré des données de SOS Médecins, s'est permis de plagier le travail de valorisation de l'IRSAN dans Géode. Bon, ne vous inquiétez pas pour l'IRSAN, il y avait beaucoup d'autres études à faire et j'ai continué mon travail avec SOS Médecins, mais sans SOS Médecins, nous avions créé une forme d'intelligence artificielle qui, par mimétisme, était capable de comprendre le comportement de chaque médecin en période épidémique. L'histoire se répète.
l'hôpital et les urgences sont saturées. Alors, vous avez sûrement dû voir ce genre de choses. Covid en 2019, grippe tous les ans. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital. Le diagnostic est posé, elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun lit d'hospitalisation. Situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente. Et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres. Et le personnel est à bout de souffle. Dans cet hôpital de région parisienne, les malades de la grippe affluent. L'hôpital est surchargé. Aux urgences de Lorient aussi, l'hôpital sature. Dans les couloirs ce matin, les patients attendent parfois plus de 20 heures sur des brancards avant d'obtenir un lit. La pénurie de lits, un classique que l'hôpital de Haute-Pierre doit gérer chaque hiver. Le corps médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore dans les prochaines semaines. La grippe n'a pas encore atteint son pic dans la région. Depuis le début de l'hiver, les urgences sont saturées. Nous, on a un ras-le-bol de ce système-là. On aimerait pouvoir soigner les patients correctement. Donc, l'histoire se répète. On a comme un petit air de déjà-vu lorsqu'on entend ça. Mais que s'est-il passé lors de cet hiver 2019-2020 ? Eh bien, souvenez-vous, le 22 janvier 2020, les premières données arrivent de Chine. Mais le 8 février 2020, le pic est atteint en Chine. Le 22 février, les premiers cas arrivent en Italie. Ici, ce que vous voyez, c'est la courbe du Covid par les données de SOS Médecins. Mais le 7 mars, les premiers cas officiels arrivent en France. On aurait pu s'en apercevoir un petit peu avant. Le 11 mars, je publie une analyse de l'IRSAN. Une épidémie déconcertante. Il s'agit d'un texte très court écrit fin février et publié le 11 mars 2020. À cette époque, le conseil scientifique m'était inconnu. Pour moi, il était absolument impensable qu'il soit possible de mettre en place un confinement. Cette analyse décrivait ce qui allait se passer en prévoyant à la semaine près la date du pic épidémique et sa fin. Nos gouvernants ne peuvent pas dire que personne ne savait. Cette analyse est toujours en ligne sur le site de l'IRSAN et je vous invite vraiment à la lire. Donc, le 11 mars, on en est là. Le soir même, le président de la République déclare un discours où il nous déclare la guerre, pratiquement, puisqu'il a répété ce mot un certain nombre de fois, et c'est le premier confinement en France. Là, ce que je montre, c'est les premières données sentinelles sur le Covid. Oui, en effet, la grippe était déjà passée et Sentinelle, pour des raisons qui les regardent, ont décidé de ne plus regarder la grippe. Ils ont regardé les IRA, les infections respiratoires aiguës, parmi lesquelles se trouvait le Covid. C'est pour ça qu'on a les données du Covid complètement. Et effectivement, le 23-26 mars, le pic de l'épidémie de Covid est arrivé. C'est exactement ce que j'avais écrit dans mon article. En bleu, ce que vous voyez, c'est la courbe de SOS Médecins. Elle est légèrement différente. L'histoire se répète. Manipulation sémantique ou manipulation tout court. Évolution des cas confirmés égale les cas de tests positifs. Mais c'est pourtant ces cas-là dont on parle tout le temps. Lors du premier épisode, il n'y avait pas beaucoup de cas, 112 cas pour 100 000 habitants,
c'est très peu, mais il n'y avait pas de tests non plus, donc c'est un peu normal. Mais lorsqu'on a eu des tests et lorsqu'on a généralisé la testomania, quoi, alors là, oui, on a eu vraiment beaucoup de cas positifs, mais pas de cas de malades. Il y en avait 503 pour 100 000 habitants. Puis, moi j'avais dit à cette époque-là qu'il y aurait que l'épidémie était déjà, de mon point de vue, totalement terminée, mais on m'a inventé des nouveaux cas, quoi, des vagues d'autres choses. Donc évidemment, on parlait pas de la même chose. Le troisième épisode, c'est 366 cas pour 100 000 habitants. Le quatrième, 249. Et aujourd'hui, nous en sommes, ça ce sont les derniers chiffres, 511 cas pour 100 000 habitants. Mais ce que vous voyez ici, ça, ce sont les cas de malades. Donc il y avait 500 cas, 10 cas officiels, hein, mais cas confirmés, mais en réalité, il n'y avait que 83 malades. Les malades, c'est ce que voient en général les médecins. Et pour le cinquième épisode, il n'y a à l'heure actuelle que 37 cas pour une semaine pour 100 000 habitants. Donc les cas positifs à un test ne sont pas des malades. Au maximum, lors de la deuxième vague d'octobre-novembre, l'incidence était de 83 malades, 500 cas de tests positifs. Ça veut dire que les cas sont 6 fois supérieurs en malades. Actuellement, en cinquième vague, il y a 36 malades, 37 malades, et il y a, alors là, je ne vais pas corriger ce truc-là, il y a 511 cas, et ça fait non pas 12,5, mais 13 fois supérieur aux cas de malades. Si une autorité veut convaincre que cette épidémie est dangereuse, il est plus avantageux de parler de cas que de malades. Retour sur la petite histoire d'une petite épidémie. Comparaison n'est pas raison. Ah bon? Ça, c'est le premier épisode de mars 2020. Alors effectivement, c'est un peu décalé par rapport à tout à l'heure parce que j'ai changé les abscisses. Ici, la représentation va d'août à août, de façon à placer au milieu du graphique la période hivernale, parce que c'est la période la plus intéressante pour les maladies de type syndrome d'Hypo, par exemple. Donc, au maximum, sur toute la série temporelle, pour le réseau Sentinelle, l'incidence hebdomadaire maximum, c'est 140 malades pour 100 000 habitants en une semaine. Pour SOS Médecins, c'est cohérent, 138 malades pour 100 000 habitants. Les hospitalisations, c'est 36,5 malades en une semaine pour 100 000 habitants. En soins critiques, c'est 6,7 malades pour 100 000 habitants en une semaine. Et les décès, c'est 5,2 malades pour 100 000 habitants. Le deuxième épisode, c'est 83 malades. Troisième épisode, 37 malades. 32 malades. En ce moment, 36 malades. L'impact de l'épidémie de Covid-19 comparé à la grippe. Eh bien, juste avant l'épidémie, l'épidémie de Covid, on a eu une épidémie de grippe et elle montrait 324 malades pour 100 000 habitants. Vous voyez, l'épidémie de Covid à côté, c'est ça. Mais l'année précédente, l'épidémie de grippe, c'était 622 malades pour 100 000 habitants. L'année précédente encore, c'était 727. Ça, c'est le pic, ça ne dit pas tout. Regardez, cette courbe est beaucoup plus large. Donc, c'est beaucoup plus de malades, en fait. Ça, c'est la fameuse épidémie de 2016-2017, qui n'est pas si haute, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est l'air sous la courbe, c'est-à-dire le nombre de malades total, en l'occurrence, qui était beaucoup plus important. Voici celle de 2015-2016. Et enfin, voici l'exceptionnel 2014-2015 avec 636 malades pour 100 000 habitants en une semaine.
Donc, lorsqu'on regarde l'épidémie de Covid, premier épisode à côté, c'est-à-dire le plus haut, on trouve ça un peu petit maintenant. Nous avons compris que Santé publique France est une agence pour la mise en place de la politique de santé en France et qui, elle, biaise et dramatise systématiquement les informations en période de crise. Nous le voyons aujourd'hui pour l'épidémie de Covid, mais c'était déjà le cas pour les épidémies de grippe. Les urgences, en revanche, restent systématiquement saturées. Le choix des autorités de santé dans la gestion de l'épidémie de Covid et la mise en place de mesures disproportionnées à tout point de vue, sacrifiant l'immense majorité de la population au lieu de protéger les individus vulnérables. Par rapport aux épidémies saisonnières, l'épidémie de Covid s'apparente à une épidémie mineure qui aurait pu presque passer inaperçue si l'ensemble du dispositif de santé, médecins généralistes et hôpitaux, avait été normalement utilisé. Donc, je vous rappelle que la grippe 2014-2015, nous l'avons vu, fait 2 millions de malades au cours de toute la période. Pour le Covid, c'est 0,2 millions de malades pendant la première période. Donc, nous avons toutes ces données sont vérifiables. Les données sont sur les sites de Santé publique France, du gouvernement, de Sentinelle, mais de l'adresse, de l'INSEE. Mais tout ça est un peu compliqué. On s'en sort pas quand on a un peu de mal à trouver l'information. Alors, nous avons fait un site, depuis le début d'ailleurs. Ce que vous voyez derrière, c'est une grande vague noire. C'était une prémonition, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais mis ça au tout début de l'épidémie. Voilà, heureusement, on ne la voit plus maintenant. Le principe de conformisation. Dans une démocratie, il faut associer les citoyens aux décisions de l'État. Il faut donner aux citoyens le sentiment d'avoir voulu les actes du gouvernement, d'en être responsable, d'être engagé à les défendre et à les faire réussir. Jacques Ellul, pour placer les individus en état de subjectivité, le ressort le plus efficace est répandre la peur. Gouverner par la peur. Relancer à période régulière le storytelling du concept simplé des vagues successives censées nous submerger permet de justifier des mesures disproportionnées et de plus en plus contraignantes, confinement, masques, fermeture des écoles, des universités, limitation des déplacements, interdiction des réunions, fermeture des lieux de sociabilité, vaccination 1, 2, 3 et le reste, passe sanitaire, vaccination obligatoire, donc vaccination des enfants. La vraie catastrophe n'est pas l'épidémie, mais sa gestion calamiteuse. Hiver 2021-2022. Aujourd'hui, les autorités nous font peur avec ça. La 5e vague déferle, le nombre de cas est au plus haut. Mais en réalité, les malades du Covid, c'est la ligne la ligne rouge tout en bas. Ça, c'est l'épidémie de grippe que je vous ai montré à côté. Mais en réalité, les hospitalisés Covid, c'est la ligne verte tout en bas, là. Les soins critiques, c'est la petite ligne marron. Enfin, les décès, c'est la ligne noire tout en bas. Le combat continue. IRSAN continue à publier ses analyses. L'histoire se répète? Non. L'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Merci pour votre attention.